Clémentine, 27 ans. Ma grand-mère est décédée sans testament. Papa a hérité de tout et m'a lancé, tu n'auras rien, pas même 1 euro. Maman a ajouté, ta sœur sera la prochaine héritière. 15 minutes plus tard, un homme est apparu, m'a tendu une enveloppe étage à murmurer, il est temps de leur dire. Qui tu es vraiment? Je m'appelle Clémentine, j'ai 27 ans, et ma vie a basculé à cause d'un dîner familial. Ma grand-mère, Marguerite, venait de décéder, soi-disant sans testament. Mon père, Didier, a hérité de tout, y compris de son restaurant, le bistrot de Marguerite, un endroit que j'aimais plus que tout au monde. Lors du dîner de commémoration, il m'a ricané au visage, tu n'auras rien, pas même 1 euro. Ma mère, Brigitte, a ajouté, ta sœur, Coralie, sera la prochaine héritière. J'étais dévastée. Mais 15 minutes plus tard, un homme est apparu, m'a tendu une enveloppe et a murmuré, il est temps de leur dire, qui tu es vraiment. Avant de vous raconter comment cet instant a déclenché une guerre, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est incroyable de penser que mon histoire, née dans la brume de Rouen, puisse voyager si loin. Maintenant, laissez-moi vous planter le décor. Nous étions au bistrot de Marguerite. Ou du moins, ce qu'il en restait. L'air était lourd, non pas de l'arôme réconfortant du bœuf bourguignon de ma grand-mère, mais d'une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon père, Didier, trônait en bout de table. Il avait déjà remplacé les bonnes bouteilles de Bourgogne de la cave par un vin piqué, bon marché, qui laissait un goût de vinaigre sur la langue. Ma mère, Brigitte, était assise à sa droite, le visage fermé, approuvant chaque mot de son mari d'un hochement de tête sec. Et puis il y avait ma sœur, Coralie. Ma sœur aînée, qui travaillait dans la communication pour une grande entreprise pharmaceutique. Elle me regardait de haut, son tailleur pantalon impeccable contrastant avec mon simple chemisier, probablement taché par le service. Le dîner était un supplice. Les invités, des habitués du restaurant et des amis de la famille, sentaient le malaise. Ils mangeaient en silence, les yeux fuyant les miens. J'étais la paria, celle qui avait passé 15 ans aux pieds de Marguerite, apprenant chaque recette, polissant chaque couvert, mais qui, apparemment, n'était plus la bienvenue. C'est là que Didier s'est levé. Il a levé son verre de vin bon marché. Merci d'être venu, a-t-il commencé, sa voix faussement joviale. Nous sommes ici pour honorer maman. Et pour célébrer l'avenir du bistrot. Un avenir moderne. Je sentis un frisson me parcourir. Moderne? Qu'est-ce que ça voulait dire? Il a poursuivi, son regard se posant sur moi. Un regard froid, métallique. Maman a travaillé dur. Et maintenant, c'est à moi de prendre la relève. J'ai hérité de tout. Il a fait une pause, savourant son effet. Et je veux que les choses soient claires. Son regard s'est ancré dans le mien. Clémentine. Tu n'auras rien. Pas même 1 euro. Le silence est tombé. Un silence de mort. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai regardé ma mère, espérant un signe de protestation. Rien. Elle regardait son assiette. Didier, tu es injuste, ai-je murmuré, ma voix tremblant. Grand-mère. Ta grand-mère n'est plus là, a-t-il coupé, sa voix montant d'un cran. Et elle n'a pas laissé de testament. C'est la loi. C'est moi l'héritier. Brigitte a enfin levé les yeux. Ta sœur, Coralie, sera la prochaine héritière, a-t-elle dit d'une voix plate. Elle a fait des études, elle. Elle sait gérer une entreprise. Pas comme quelqu'un qui passe son temps à jouer à la dinette. Coralie a souri. Un rictus triomphant, plein de mépris. Elle a levé son verre vers moi, dans un toast silencieux et cruel. J'étais seule. Totalement seule. Humiliée devant tout le monde. Les mots de mon père n'étaient pas seulement une question d'argent. C'était une annulation. Il m'effaçait de l'héritage, de l'histoire, de la famille. J'allais me lever, fuir cet enfer, quand la porte du restaurant s'est ouverte. Un homme que je n'avais jamais vu est entré. Il était grand, d'une élégance sobre, un visage grave encadré de cheveux poivre et sel.
Il a ignoré mon père et a scanné la salle. Ses yeux se sont posés sur moi. Il s'est approché, ignorant le restaurant est fermé aux nouveaux clients, de mon père. Il s'est arrêté à ma table. Mademoiselle Clémentine, sa voix était basse et posée. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il m'a tendu une enveloppe épaisse, scellée à la cire. Ceci est pour vous. De la part de votre grand-mère. Avant que je puisse la prendre, Didier a bondi. Qu'est-ce que c'est que cette sornette? Donnez-moi ça. Il a arraché l'enveloppe des mains de l'homme. Monsieur, vous n'avez pas le droit. A commencé l'inconnu. Dehors, a hurlé mon père. Il a déchiré l'enveloppe en deux, puis en quatre, sans même la lire. Dehors, de ma propriété. L'homme a été bousculé vers la sortie par deux serveurs que mon père venait d'engager. Mais juste avant de franchir la porte, il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Il a articulé un seul mot que j'ai pu lire sur ses lèvres plus que je ne l'ai entendu, forge les os. Puis il a disparu. Mon père riait, essuyant ses mains comme s'il venait de tuer un insecte. Coralie ricanait dans son verre. J'étais là, au milieu des ruines de ma vie, avec les confettis de ce qui aurait pu être mon salut à mes pieds, et un nom de ville mystérieux flottant dans mon esprit. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Le restaurant s'est vidé lentement. Les invités sont partis sur la pointe des pieds, me lançant des regards pleins de pitié ou de gêne. Personne n'a osé me défendre. Mon père, ma mère et Coralie sont partis les derniers, me laissant seule pour nettoyer, comme si j'étais la dernière des employés. Je suis restée assise dans la salle sombre pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, machinalement, je me suis dirigée vers le seul endroit où je me sentais encore chez moi, la cuisine. Mais ce n'était plus la cuisine de Marguerite. La grande cuisinière en fonte, le cœur battant du bistrot, était froide. Les casseroles en cuivre, que j'avais polies avec elle des milliers de fois, étaient déjà ternes. L'air ne sentait plus le thym frais, l'ail confit et le beurre noisette. Il sentait le vide. Le silence. Je me suis assise sur le petit tabouret où Marguerite s'asseyait pour éplucher ses légumes. J'ai fermé les yeux, et les souvenirs ont afflué. Je me suis revue, haute comme 3 pommes, essayant de casser des œufs sans mettre de coquilles partout. J'ai entendu la voix chaude de ma grand-mère, doucement, Clémentine. La cuisine, ce n'est pas une course. C'est de l'amour. Tu dois sentir les ingrédients. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris comment un canard à la rouennaise n'était pas seulement une recette, mais une histoire de la région. Elle m'a appris que le secret d'une bonne sauce, ce n'était pas un ingrédient magique, mais le temps. La patience, ma chérie, disait-elle en remuant le fond de veau pendant des heures. Les bonnes choses prennent du temps. Elle m'a aussi appris la vérité. Un plat ne peut pas mentir, Clémentine. Tu peux mettre de belles assiettes, des serviettes en tissu, mais si le produit n'est pas frais, si tu n'as pas mis ton cœur dedans, le client le saura. La cuisine, c'est la vérité. Je me suis souvenu de mon père, Didier, entrant dans la cuisine lors d'une rare visite. Il portait un costume, même le dimanche. Il regardait sa mère, ma grand-mère, avec une sorte de pitié condescendante. Maman, tu travailles trop dur pour ça, disait-il en désignant les clients d'un geste vague. Tu te tues à la tâche pour des paysans qui ne savent même pas apprécier ce qu'ils mangent. Marguerite essuyait ses mains sur son tablier et le regardait droit dans les yeux. Ces paysans, comme tu dis, Didier, sont ceux qui paient tes costumes. Et ils apprécient l'honnêteté d'un plat bien fait, ce qui est plus que ce que je peux dire de ton travail à l'assurance. La tension entre eux était palpable. Il était son fils, mais il était aussi un échec à ses yeux. Un homme qui parlait beaucoup, mais qui ne produisait rien de concret, rien de vrai. Il était jaloux. Jaloux de son succès, jaloux de son indépendance, et, je le réalisais maintenant, jaloux de la relation qu'elle avait avec moi. Les larmes ont commencé à couler. Des larmes chaudes de chagrin, mais aussi de rage. Il ne m'avait pas seulement insulté. Il avait insulté sa mémoire. Mes yeux sont tombés sur le sol, près de la poubelle. Les morceaux de l'enveloppe déchirés. Machinalement, je me suis agenouillée. J'ai ramassé les confettis de papier.
J'ai essayé de les assembler sur le plan de travail en acier inoxydable. La plupart étaient illisibles. Mais j'ai réussi à distinguer quelques mots, comme un puzzle macabre. Sur un morceau, l'écriture élégante de ma grand-mère, mon testament. Sur un autre, laisse à Clémentine. Et sur un troisième, le nom de l'homme, Maître Fouché. Mon cœur s'est arrêté. Un testament. Elle avait laissé un testament. Mon père avait menti. Et puis, le mot de l'homme, Monsieur Fouché, m'est revenu en pleine tête. Forge les os. Ce n'était pas un mot en l'air. C'était une piste. Une adresse. L'endroit où je devais chercher. Je me suis levée. Mes larmes avaient séché. Le chagrin était toujours là, mais il était maintenant alimenté par une nouvelle énergie. Une colère froide, déterminée. J'étais seule, dans une cuisine froide, avec les fantômes de ma grand-mère et un puzzle impossible à résoudre. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Une semaine s'est écoulée. Une semaine où j'ai vécu comme une automate. Je venais au bistrot, mais je n'avais plus le droit d'entrer en cuisine. Mon père m'avait reléguée au rang de serveuse, presque de commis de débarrassage. Il voulait m'humilier. Il voulait que je craque et que je parte. Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de preuves. Et puis, le lundi suivant, la modernisation a commencé. Didier a convoqué tout le personnel. Enfin, le peu de personnel de l'époque de Marguerite qui restait. La plupart étaient partis, le cœur brisé, ou avaient été licenciés. Mes amis, a-t-il commencé, avec cette fausse bonhomie qui me donnait la nausée. Ils venaient d'un monde, celui de l'assurance, où l'on vendait du vent. Ils pensaient pouvoir faire pareil avec la nourriture. Les temps changent. Le bistrot de Marguerite doit entrer dans le XXIe siècle. Nous allons optimiser. Rationaliser. Il a présenté son nouveau chef, un homme qui ressemblait plus à un comptable qu'à un cuisinier, avec une toque ridicule vissée sur la tête. Fini les plats qui mijotent pendant 8 heures. C'est une perte de temps et d'énergie. Nous allons travailler avec des produits pré-préparés. De haute qualité, bien sûr. Le lendemain, les camions de livraison sont arrivés. Des camions de surgelés. J'ai vu, avec une horreur qui me retournait l'estomac, des cartons de canard à la rouennaise, prêts en 5 minutes, être déchargés. Des sacs de frites congelés. Des seaux de sauce béarnaise en poudre. J'ai attrapé mon père dans le couloir. Tu ne peux pas faire ça, ai-je dit, la voix blanche de colère. C'est une honte. C'est un sacrilège. Il m'a regardé avec mépris. Un sacrilège? Clémentine, tu es si naïve. C'est du commerce. Tu sais ce qu'est la marge bénéficiaire sur ce canard surgelé, comparée à celle de ta grand-mère? C'est ça, la vraie vie. Pas tes contes de fées culinaires. Mais les clients, les habitués, ils vont le savoir, ai-je plaidé. Les habitués? Ils sont aussi vieux que les meubles. Nous allons attirer une nouvelle clientèle. Plus jeune. Plus dynamique. Une clientèle qui veut manger vite et posters sur Instagram. Tes plats en sauce marron, ça n'est pas instagrammable, point. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je m'étais interdit de faire. J'ai goûté. J'ai pris une cuillère de la nouvelle sauce. Ce n'était pas une sauce. C'était un mensonge chimique. J'ai senti le sirop de maïs, l'arôme de fumée artificielle, le sel excessif. C'était une insulte à tout ce que Marguerite m'avait appris. Le canard était sec, fibreux, comme du carton bouilli. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. J'ai vomi ma rage, mon dégoût, mon impuissance. Ce n'était pas seulement triste. Ce n'était pas seulement une mauvaise gestion. C'était une profanation. Didier ne se contentait pas de voler l'héritage financier. Il détruisait activement, méticuleusement, l'héritage spirituel. Il effaçait l'âme du bistrot, plat par plat, mensonge par mensonge. Je suis sorti des toilettes, le visage pâle. Je l'ai vu, attablé avec un fournisseur, riant aux éclats, un verre de son vin piqué à la main. Il était le roi de son nouveau royaume de surgelés.
J'ai vu l'homme du bistrot mourir ce jour-là. Un client de longue date, Monsieur Dubois, un homme qui venait tous les mardis pour le foie de veau persillé, s'est levé, a laissé un billet sur la table et est parti sans un mot, son assiette à peine touchée. Mon père n'a même pas remarqué. Je savais que je ne pouvais pas rester là et regarder ce massacre. Mais si je pensais que mon père était le pire, je n'avais pas encore vu ma sœur à l'œuvre. Elle allait porter le coup de grâce. Coralie n'est pas arrivée comme une tempête. Elle est arrivée comme un serpent. Le mercredi matin, elle est entrée dans le bistrot, non pas par la porte de la cuisine, mais par l'entrée principale, comme une cliente. Sauf qu'elle ne l'était pas. Elle portait un tailleur pantalon gris perle, d'une coupe si parfaite qu'il semblait crier « argent ». Ses talons aiguilles claquaient sur le vieux carrelage, un son sec, agaçant, comme un métronome annonçant la fin des temps. Clic-clac, clic-clac. Clémentine, chérie, lança-t-elle, son parfum floral hors de prix m'agressant les narines. Papa m'a nommée directrice des opérations. Je viens mettre un peu d'ordre dans cette charmante petite affaire. Directrice des opérations. Elle, qui avait toujours refusé de mettre un pied dans le bistrot sauf pour les repas de Noël, où elle se plaignait que l'odeur de cuisine s'imprégnait dans ses cheveux. Elle a passé la matinée à tout critiquer. Ces tables sont trop rustiques. On dirait une ferme. Ces rideaux en Vichy rouge, c'est d'un cliché. Et cette odeur, on va investir dans un diffuseur de parfum. Je l'ai ignorée, me concentrant sur le polissage des verres. Mais elle est venue à moi. Tu joues à la marchande, Clémentine, m'a-t-elle murmuré, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Tu t'accroches à ton tablier comme si c'était une bouée de sauvetage. Tu ne vois pas que le navire a coulé? Ce navire, c'est l'héritage de grand-mère, ai-je rétorqué, ma voix basse. Grand-mère était une femme simple, Clémentine. Une gentille petite cuisinière. Mais le monde a changé. Il faut être rentable. Papa et moi, nous voyons grand. Toi, tu vois petit. C'est pour ça que tu resteras toujours petite. La jalousie. C'est ce que j'ai vu dans ses yeux. J'avais toujours cru qu'elle me méprisait. Mais c'était plus profond. Elle était jalouse. Jalouse de ma relation avec Marguerite. Jalouse que j'ai trouvé une passion, quelque chose de vrai, alors qu'elle-même passait sa vie à vendre des pilules et des apparences. Elle savait qu'elle ne pouvait pas me faire partir par des insultes. J'étais trop têtue. Alors elle a préparé son coup. Le jeudi, c'était le jour de l'inspection. Pas une inspection de routine. Une inspection surprise du service d'hygiène de la ville. Je l'ai appris quand 2 inspecteurs sont entrés, l'air grave. J'étais en train de gérer le service du midi, courant partout, car Coralie avait réduit le personnel de moitié pour optimiser les coûts. Mademoiselle Clémentine? Nous avons reçu une plainte anonyme concernant des manquements graves aux règles de la chaîne du froid. J'ai senti le sol se dérober. Une plainte? Mais c'est impossible. Nous. Ils sont allés directement au réfrigérateur principal. L'un d'eux a ouvert la porte. Et j'ai vu. Un plateau entier de filets de poisson cru, non couverts, était posé juste au-dessus des desserts. Une violation majeure. Une chose que Marguerite m'avait appris à ne jamais faire. Je ne comprends pas, ai-je bégayé. Ce n'est pas moi qui ai mis ça là. C'est toujours ce qu'ils disent, mademoiselle, dit l'inspecteur d'un ton las. Puis Coralie est apparue, comme par magie. Oh, mon Dieu! Clémentine! Comment as-tu pu être si négligente? Toi qui as été formée par grand-mère. C'est une honte. Elle jouait la surprise, l'indignation. Mais j'ai vu, l'espace d'une seconde, un éclair de triomphe dans ses yeux. C'était elle. Elle avait appelé les inspecteurs. Et avant qu'ils n'arrivent, elle avait elle-même saboté le réfrigérateur. Elle m'avait piégé. Les inspecteurs ont dressé un procès-verbal. Le bistrot a reçu un avertissement sévère et une amende. Didier, jouant le rôle du patron furieux, m'a suspendu devant tout le monde. Pour faute professionnelle grave. Tu ne mettras plus un pied dans ma cuisine. J'étais anéantie. Humiliée publiquement. Piégée par ma propre sœur. J'ai enlevé mon tablier,
le même tablier que Marguerite m'avait donné. Je l'ai jeté au sol et je suis sortie en courant, sous le regard méprisant de Coralie et les chuchotements des derniers clients. J'étais au fond du trou. Ils ne m'avaient pas seulement volé mon héritage. Ils étaient en train de détruire ma réputation, mon nom, ma dignité. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Quand c'est votre propre sang, votre propre sœur, qui vous plante un couteau dans le dos de la manière la plus vicieuse qui soit, comment vous relevez-vous de ça? Ils pensaient m'avoir brisé. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié que j'étais la petite fille de Marguerite. Et Marguerite ne fuyait jamais un combat. Pendant 2 jours, je n'ai pas quitté mon petit appartement. J'ai débranché mon téléphone. J'ai fermé les volets. Je suis restée dans le noir, à écouter le silence. Le monde extérieur était trop bruyant, trop cruel. J'ai pleuré. J'ai pleuré la perte de ma grand-mère. J'ai pleuré la perte du bistrot. Mais surtout, j'ai pleuré la perte de ma famille. J'étais orpheline, avec des parents bien vivants. Le doute s'est insinué en moi. Peut-être qu'ils ont raison, me disait une petite voix vicieuse. Peut-être que tu n'es qu'une cuisinière. Une gentille petite cuisinière, comme disait Coralie. Tu n'es pas de taille. Tu n'as pas fait d'études de commerce. Tu ne connais rien à la loi. Eux, ils sont forts. Ils sont unis. J'ai failli abandonner. Vraiment. J'ai regardé les offres d'emploi pour des postes de commis de cuisine à l'autre bout de la France. Partir. Oublier. Recommencer. Le 3e jour, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas timidement. Des coups sourds, insistants. Clémentine. Ouvre cette porte. Je sais que tu es là. Ouvre, ou je l'enfonce. C'était Léonie. Ma meilleure amie depuis le lycée. Léonie, qui travaillait à la bibliothèque municipale de Rouen, et qui lisait plus de livres en un mois que la plupart des gens en une vie. J'ai ouvert. Elle m'a vue, en pyjama, les cheveux en bataille, les yeux gonflés. Elle n'a pas dit « pauvre chérie ». Elle n'a pas dit « ça va aller ». Elle est entrée, a ouvert les volets d'un coup sec, laissant la lumière crue inonder l'appartement. « Tu as fini de te morfondre ?» m'a-t-elle demandé, les mains sur les hanches. « Léo, tu ne comprends pas. C'est fini. Ils ont gagné. » Ils ont gagné? Ils ont gagné quoi? Un restaurant de surgelés et une amende des services d'hygiène? Belle victoire. Clémentine, ressaisis-toi. Marguerite ne t'a pas élevée pour que tu te laisses dévorer par ces hyènes. Sa colère était un électrochoc. Elle était plus en colère que moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ai-je crié, les larmes revenant. Ils ont des avocats. Ils ont l'argent. Moi, je n'ai rien. Je n'ai même plus de travail. Léonie a sorti un carnet de sa sacoche. Premièrement, tu vas prendre une douche. Tu pues le chagrin d'amour. Deuxièmement, tu vas manger. J'ai apporté une quiche. Une vraie. Troisièmement, tu vas appeler ce numéro. Elle m'a tendu un bout de papier. Maître Julien Perrin, ai-je lu. Le meilleur avocat de la ville, a dit Léonie. Spécialisé dans les successions compliquées et les requins de la finance. Il a la réputation de manger les gens comme ton père au petit déjeuner. Sans sel. Léo, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat pareil. Et alors? Tu vas utiliser tes économies. Le petit pécule que tu gardais pour ton futur projet. Eh bien, ton futur projet, c'est maintenant. C'est de sauver ton passé. Elle avait raison. J'avais économisé sou par sou, pendant des années, en rêvant d'ouvrir un jour un petit coin à moi, un bistrot de Clémentine. J'ai regardé le numéro. C'était terrifiant. Appeler un avocat, c'était rendre les choses réelles. C'était déclarer la guerre. J'ai pris une douche. J'ai mangé la quiche. C'était la meilleure quiche de ma vie. Et puis, j'ai pris mon téléphone. Ma main tremblait. Cabinet Perrin, bonjour. Bonjour, je m'appelle Clémentine. J'aimerais prendre rendez-vous avec Maître Perrin. C'est au sujet d'une succession.
J'ai raccroché. J'avais rendez-vous le lendemain. Léonie m'a serré dans ses bras. Voilà. Ce n'était pas si difficile, si. Léo, j'ai peur. Bien sûr que tu as peur. C'est normal. Mais tu sais ce que ta grand-mère disait toujours? Si tu n'as pas peur en mettant un soufflet au four, c'est que tu ne le fais pas bien. Tu as peur, donc tu le fais bien. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis des semaines. Je ne me battais plus seulement pour un restaurant. Je me battais pour ma grand-mère. Je me battais pour Léonie. Et je me battais pour moi. Et je ne savais pas que je venais de frapper à la porte d'un nid de vipères encore plus venimeuse que je ne l'imaginais. Le bureau de maître Julien Perrin ne ressemblait en rien à ce que j'imaginais. Pas de boiserie sombre ni de livres poussiéreux. C'était du verre, de l'acier brossé et une vue imprenable sur la Seine. C'était un bureau qui disait « Je suis cher et je gagne ». Maître Perrin lui-même était comme son bureau. Jeune, la trentaine, un costume coupé au millimètre, et des yeux qui semblaient tout analyser. Il ne m'a pas offert de café. Il m'a offert un siège et a dit « Vous avez 30 minutes pour me convaincre que votre affaire vaut mon temps ». J'ai déballé mon histoire. Le dîner. Les mots de mon père. L'enveloppe déchirée. Le sabotage de Coralie. Et le mot « forge les os ». Pendant que je parlais, il ne prenait pas de notes. Il me regardait fixement. J'avais l'impression d'être passé au rayon X. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant une longue minute. Un testament holographe, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. S'il existe, il annule tout le reste. Mais votre père l'a détruit. J'ai les morceaux, ai-je dit, sortant le petit sac en plastique où je les avais précieusement gardés. Il les a regardés, puis m'a regardé. Ce n'est pas suffisant. C'est sa parole contre la vôtre. Mais il y avait cet homme. Maître Fouché. Ah non. Pas une preuve. Je me suis senti sombrer. Alors, il n'y a rien à faire? Je n'ai pas dit ça. Il s'est levé et a marché vers la fenêtre. Votre père, Didier. Il travaillait dans les assurances, c'est ça? Il a fait faillite, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il y a 5 ans. Une affaire de placement douteux. Intéressant. Il est revenu à son bureau et a tapé quelque chose sur son ordinateur. Une succession sans testament, c'est simple. L'héritier direct prend tout. Mais il prend aussi les dettes. Votre père a-t-il des dettes? Je n'en savais rien. Je savais juste qu'il avait toujours aimé l'argent facile. Perrin a froncé les sourcils. Clémentine, je vais prendre votre affaire. Non pas parce que vous avez des preuves, mais parce que vous avez un bon instinct. Et parce que je déteste les gens comme votre père. Il m'a annoncé ses honoraires. J'ai failli m'étouffer. C'était la quasi-totalité de mes économies. D'accord. Je le fais, ai-je dit, la voix tremblante. Il m'a fallu 3 jours pour qu'il me rappelle. Son ton était plus sec. Il était grave. Clémentine, j'ai des nouvelles. Et elles sont très mauvaises. Mon cœur a raté un battement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des recherches sur la société qui gère le bistrot. Votre père l'a mise à son nom, c'est légal. Mais ce qu'il est moins, c'est ce qu'il a fait la semaine dernière. Qu'a-t-il fait? Il a contracté un prêt professionnel. Un très gros prêt. Et il a mis le bistrot de Marguerite en garantie. Je ne comprends pas. Pour moderniser? Non. J'ai fait vérifier. L'argent n'est pas allé sur le compte du bistrot. Il est allé sur le compte personnel de votre père. Il a utilisé l'héritage de votre grand-mère pour éponger ses dettes de faillite. Le sang s'est glacé dans mes veines. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit Perrin d'une voix coupante, que votre père est en train de piller l'entreprise. S'il ne rembourse pas ce prêt, et vu son passif, il ne le remboursera pas, la banque saisira le restaurant. Quand? La première échéance est dans 3 mois. S'il fait défaut, la banque peut tout prendre. Je me suis assise. Je n'avais plus de jambes.
Il n'est pas seulement en train de me voler, ai-je murmuré. Il est en train de tout détruire. Il va couler le navire. Il préfère le saborder plutôt que de me le laisser. Exactement. Nous n'avons plus le temps de chercher un testament, Clémentine. Nous devons prouver la fraude. Et vite. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je faisais les 100 pas dans mon appartement. Il ne s'agissait plus de mon héritage. Il s'agissait de la survie du bistrot. Mon téléphone a sonné. Un numéro masqué. J'ai décroché. Allô? Un silence. Puis une voix. Une voix rauque, que je ne connaissais pas. Arrête de fouiner, petite. Qui est-ce? Tu poses trop de questions. L'affaire de ton père, c'est compliqué. Plus compliqué que tu ne le penses. Laisse tomber. Ou tu vas le regretter. Vraiment. La ligne a coupé. Je suis resté figé, le téléphone à la main. Maintenant, j'avais peur. Vraiment peur. Ce n'était plus un simple drame familial. C'était devenu dangereux. Mais la peur, mélangée à la colère, produit un cocktail puissant. Et j'avais une soif de justice que rien ne pouvait étancher. J'ai rappelé Maître Perrin immédiatement, ma voix tremblant à cause de l'adrénaline. Un appel? Une menace? C'est parfait. Parfait. Perrin, vous plaisantez? J'ai cru mourir de peur. Clémentine, dit-il, son calme olympien agaçant mais étrangement rassurant, les gens ne menacent que lorsqu'ils ont quelque chose à cacher. Votre père, ou l'un de ses créanciers douteux, vient de nous confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Ils sont nerveux. Mais ça ne nous donne pas de preuves. Non. Mais ça nous donne une urgence. Revenons à votre histoire. L'homme du dîner. Maître Fouché. Et le mot, forge les os. Vous m'avez dit que vous aviez les morceaux de l'enveloppe. Avez-vous trouvé un nom? Oui, ai-je dit, en regardant le petit sachet sur ma table. Fouché. Il y avait aussi testament et Clémentine. Point. Bien. Fouché et forge les os. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Mais un testament déchiré n'est pas une preuve. Nous avons besoin de quelqu'un pour corroborer l'intention de votre grand-mère. Quelqu'un d'irréprochable. J'ai réfléchi. Qui Marguerite écoutait-elle? En qui avait-elle confiance? Le personnel du bistrot. Les anciens. Ceux qui étaient là avant Didier. Denise, ai-je dit soudain. Denise Vasseur. Elle a été la directrice du bistrot pendant 20 ans. Elle était le bras droit de grand-mère. Elle a pris sa retraite juste avant, tout ça. Trouvez-la, a ordonné Perrin. Parlez-lui. Mais soyez prudente. Ne parlez pas de l'hypothèque ni de la fraude. Parlez seulement de votre grand-mère. De ses intentions. Denise vivait dans une petite maison à la campagne, à la sortie de Rouen. Elle cultivait des roses. Quand elle m'a vue, elle a laissé tomber son sécateur et m'a prise dans ses bras. Clémentine, ma petite. J'ai entendu, cet homme, ce que ton père fait au bistrot. C'est une honte. Ta grand-mère doit se retourner dans sa tombe. Elle m'a fait entrer, m'a servi un café. Son intérieur sentait la cire d'abeille et le café filtre, des odeurs d'honnêteté. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté des anecdotes sur Marguerite, sur les débuts difficiles, sur sa fierté. Elle t'adorait, tu sais, m'a dit Denise, les yeux brillants. Tu étais la prunelle de ses yeux. Denise, me disait-elle toujours, cette petite, elle n'a pas seulement mes recettes. Elle a mon cœur. C'est elle, l'âme du bistrot. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais Denise, si elle pensait ça, pourquoi n'a-t-elle rien laissé? Pourquoi n'y a-t-il pas de testament? Denise a froncé les sourcils. Pas de testament? C'est impossible. Marguerite était la femme la plus organisée que je connaisse. Elle avait même planifié ses propres funérailles dans les moindres détails. Elle n'aurait jamais laissé son bistrot, son bébé, aux mains de, enfin, tu sais. Surtout pas de Didier. Mais c'est ce qui s'est passé. Il a tout. J'ai alors tenté ma chance.
J'ai posé la question qui me brûlait les lèvres. Denise, le nom Fouché vous dit quelque chose? Ou peut-être un lieu? Forges-les-Eaux? Denise a posé sa tasse si brusquement que le café a débordé. Ses yeux se sont écarquillés. Forges-les-Eaux? Mon Dieu, mais oui. Bien sûr. Quoi? Qu'est-ce que vous savez? Mais oui, c'est là qu'elle allait. Une fois par mois, environ. Elle prenait sa petite voiture et elle disait, « Je vais voir mon gardien. » Je croyais qu'elle plaisantait. Je lui ai demandé qui était ce gardien. Elle m'a répondu, « C'est l'homme qui protège mon avenir. L'homme qui protège le bistrot de mon fils. » Un frisson m'a parcouru. Elle a dit ça? Oui. Et Fouché, oui, c'est ça. Elle l'appelait Maître Fouché. C'est son notaire. Pas le notaire habituel de la famille, celui de ton père. Non. Son notaire secret. L'homme en qui elle avait une confiance absolue. J'ai attrapé les mains de Denise. Denise, vous êtes sûre? Absolument. Elle m'a même dit un jour, en riant, si jamais Didier essaie de faire des bêtises après ma mort, allez donc faire un tour à Forges-les-Eaux. L'air y est révélateur. J'ai appelé Perrin de la voiture de Denise. J'ai la confirmation. Fouché. Forges-les-Eaux. C'est son notaire. Un silence. Puis, Clémentine. N'y allez pas seule. Retrouvez-moi à mon cabinet dans 1 heure. Nous y allons ensemble. Et apportez une brosse à dents. Une brosse à dents? Pourquoi? Parce que si nous trouvons ce que je pense que nous allons trouver, votre père et sa complice de sœur vont probablement essayer de vous faire arrêter pour harcèlement. Nous allons faire ça dans les règles. Le mot n'était pas un adieu. C'était une adresse. C'était une piste. C'était un nom. Et nous allions la suivre jusqu'au bout. Le trajet de Rouen à Forges-les-Eaux dure environ 45 minutes. 45 minutes de silence tendu, seulement interrompu par les indications du GPS de Maître Perrin. La voiture de Perrin ne sentait pas le tabac froid ou les vieux papiers. Elle sentait le cuir neuf et un vague parfum d'agrumes. Toucher cet homme respirait le contrôle. Moi, à l'intérieur, j'étais un chaos. Mon esprit tournait à plein régime, inventant 1000 scénarios. Et si Maître Fouché était mort? Et s'il avait déménagé? Et s'il avait pris sa retraite et que ses dossiers avaient été transférés à Maître Blanchard, l'avocat véreux de mon père? Et si l'enveloppe déchirée était le seul et unique exemplaire, et que mon père, dans sa fureur stupide, avait détruit la seule preuve de mon héritage? J'ai dû poser la question à voix haute. Et si le testament que mon père a déchiré était le seul? Perrin n'a pas quitté la route des yeux. Clémentine. Un notaire, un vrai, ne garde jamais un seul exemplaire d'un document aussi important. Surtout pas un testament holographe, qui est par définition fragile. S'il est le gardien de votre grand-mère, il a fait une copie. Ou mieux, il a l'original en lieu sûr. Un notaire n'est pas votre père. Cette simple phrase m'a calmé. Un notaire n'est pas votre père. C'était la meilleure chose que l'on m'ait dite depuis des semaines. Forges-les-Eaux était une jolie petite ville thermale, avec un casino et des maisons à colombage. L'atmosphère était paisible, presque endormie. L'antithèse totale du drame qui se jouait. L'étude de Maître Fouché n'était pas sur la rue principale. Elle était dans une petite ruelle pavée. Une simple plaque de cuivre, ternie par le temps, indiquait « Maître Alain Fouché, notaire ». La salle d'attente était minuscule et sentait le papier ancien, la cire et le temps qui passe. Une jeune femme nous a accueillis. C'est pour Maître Perrin. J'ai rendez-vous, a menti Julien sans sourciller. Il n'a rien sur son agenda. Dites-lui que c'est au sujet de la succession de Madame Marguerite Dubois. Et que sa petite fille est avec moi. La jeune femme a disparu derrière une porte en bois sombre. Nous avons attendu. Chaque tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un coup de marteau. La porte s'est ouverte. L'homme qui se tenait là était exactement celui du dîner. Grand, digne, ses yeux tristes me fixant avec une intensité incroyable. Il avait l'air d'un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules.
Maître Perrin, a-t-il dit en tendant la main. Et mademoiselle Clémentine. Il a prononcé mon nom comme une prière. Je vous attendais, a-t-il dit. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Il nous a fait entrer dans son bureau. C'était un capharnaüm organisé. Des piles de dossiers reliés de cuir montaient jusqu'au plafond. Des livres de loi partout. C'était le bureau d'un homme qui vivait pour les détails. Il nous a fait asseoir, puis s'est assis derrière son imposant bureau en chêne. Je vous attendais, a-t-il répété. Pas vous, maître Perrin, mais vous, Clémentine. J'espérais que vous seriez assez intelligente pour comprendre mon indice. Forge les os, ai-je soufflé. En effet. J'ai été profondément choqué par l'attitude de votre père. J'étais venu ce soir-là pour évaluer la situation, comme votre grand-mère me l'avait demandé. La réaction de votre père a confirmé ses pires craintes. Alors, c'est vrai, ai-je demandé, ma voix n'étant qu'un fil. Il y a un testament? Maître Fouché a souri. Un sourire triste, mais un sourire quand même. Votre grand-mère, mademoiselle, était une femme d'une sagesse et d'une prévoyance extraordinaire. Elle aimait son fils, mais elle ne lui faisait aucune confiance. Il s'est levé. Il s'est dirigé vers un grand coffre-fort en métal, dissimulé derrière un tableau représentant un paysage de campagne normande. Le bruit des engrenages tournant a rempli la pièce. Il est revenu avec une boîte en bois. Votre grand-mère est venue me voir il y a 1 an, a-t-il dit en posant la boîte sur le bureau. Elle savait qu'elle était malade. Elle m'a apporté son testament holographe, écrit de sa main. Et elle m'a fait une demande très spéciale. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement un document. Il y avait une enveloppe scellée, identique à celle que mon père avait déchirée. Et à côté, une petite clé USB argentée. Mon cœur s'est arrêté. Et ce qu'il a dit ensuite, ce qu'il a sorti de cette boîte, a changé le cours de la guerre. Maître Fouché a d'abord sorti l'enveloppe scellée. Ceci, dit-il, est une copie certifiée conforme du testament de votre grand-mère, que j'ai fait enregistrer. L'original est ici. Il tapota un autre document. La lettre que j'ai apportée au dîner était aussi une copie. C'était un test. Marguerite m'avait donné des instructions très claires. Il ajusta ses lunettes et lut un passage d'une lettre que Marguerite lui avait laissée. Alain, m'a-t-elle écrit, le jour de ma commémoration, allez-y, observez mon fils, Didier. S'il fait preuve de la moindre cupidité, s'il tente d'évincer Clémentine, alors vous saurez. La réaction de votre père en déchirant cette enveloppe, Clémentine, a été le signal que j'attendais. Le signal que je devais protéger son héritage, de lui. Il a ouvert le testament original. Les mots étaient écrits dans la calligraphie ronde et ferme de ma grand-mère. Je, sous-signé, Marguerite Dubois, saine de corps et d'esprit, lègue l'intégralité de la société, le bistrot de Marguerite, ainsi que les murs du bâtiment, à ma petite-fille, Clémentine Durand. Car elle n'a pas seulement mon sang. Elle a mon âne de cuisinière. Il a continué. Elle laissait à Didier et Brigitte la maison de famille, pour qu'ils aient un toit, et une somme d'argent, à condition qu'ils n'importunent pas Clémentine dans la gestion du bistrot. J'ai éclaté en sanglots. Des sanglots de soulagement, de validation. Elle ne m'avait pas oublié. Elle m'avait protégé. Maître Perrin, lui, était tout en maîtrise. C'est excellent. Un testament holographe enregistré. C'est incontestable. Nous pouvons déposer une requête en annulation de la succession. Attendez, dit Maître Fouché. Ce n'est pas tout. Il a pris la petite clé USB argentée. Votre grand-mère savait que votre père et votre sœur seraient de redoutables adversaires. Elle savait qu'ils essaieraient de contester. De dire qu'elle était sénile, qu'elle n'avait plus sa tête, ou que vous l'aviez manipulée. C'est exactement ce qu'ils feront, marmonna Perrin. C'est pourquoi, dit Fouché en insérant la clé dans son ordinateur, elle a fait ceci. Il a tourné l'écran vers nous. C'était une vidéo. Ma grand-mère. Elle était dans le bureau de Fouché, l'air fatigué, plus mince que dans mon souvenir, mais ses yeux brillaient de la même flamme. Elle a regardé la caméra. Elle a souri. Bonjour. Nous sommes le 14 mars.
Je suis Marguerite Dubois. Et je suis sur le point de signer mon testament. Et comme je sais que mon vautour de fils, Didier, et ma snob de petite fille, Coralie, vont probablement hurler au scandale, j'ai décidé de leur expliquer moi-même. Elle a regardé droit dans l'objectif, comme si elle me regardait. Le bistrot, c'est ma vie. Je l'ai construit avec mes mains, ma sueur et mes larmes. Je ne le laisserai pas à un homme qui pense que le profit est plus important que la qualité. Didier, je t'aime, mon fils, mais tu es un imbécile avec l'argent. Tu as toujours tout gâché. Tu ne vois que les chiffres, jamais les gens. Quant à Coralie, elle a honte de ce que nous sommes. Elle a honte de l'odeur de la soupe. Elle ne voit que la surface, les apparences. Clémentine, ah, ma Clémentine. Elle comprend. Elle a le feu. Elle a le respect du produit. Elle a le cœur. Le bistrot, ce n'est pas un bien, c'est une responsabilité. Et je la lui confie. Elle a ensuite pris le testament, l'a lu à voix haute, et l'a signé devant la caméra, avec Maître Fouché à ses côtés. La vidéo s'est terminée. Perrin s'est levé et a boutonné sa veste. Maître Fouché. Vous êtes un génie. Ou plutôt, Marguerite Dubois était un génie. Elle était une femme remarquable, dit Fouché. Nous avons tout, dit Perrin, se tournant vers moi. Le testament. Le notaire témoin. Et la vidéo testamentaire. C'est un échec et mat légal. Je pleurais, mais cette fois, c'était de joie. De gratitude. De l'amour que je ressentais pour cette femme incroyable, même par-delà la mort. Nous avions la vérité. Nous avions l'arme. Mais Didier et Coralie n'allaient pas se rendre sans un dernier combat, le plus sale, le plus vicieux de tous. Le lendemain, Maître Perrin a lancé l'offensive. Il a envoyé une sommation d'exécuter au cabinet de Maître Blanchard, l'avocat véreux de mon père. Le document était une œuvre d'art de la rhétorique juridique. Il informait Didier qu'un testament holographe valide avait été découvert, qu'il était enregistré, et qu'il était soutenu par une preuve vidéo. Il lui donnait 48 heures pour céder le contrôle volontaire du bistrot et annuler l'hypothèque frauduleuse, sinon une plainte au pénal pour abus de confiance, et faux et usage de faux serait déposée. Je pensais qu'ils allaient s'effondrer. Qu'ils allaient lever le drapeau blanc. J'étais naïve. J'avais sous-estimé leur capacité de nuisance. Leur réponse n'est pas venue de leur avocat. Elle est venue de Coralie. Elle a fait ce qu'elle faisait de mieux, elle a utilisé les médias. 2 jours plus tard, un article est paru sur un blog local très populaire à Rouen. Le titre était « Drame familial au bistrot de Marguerite, une petite fille avide tente de voler l'héritage de son père endeuillé ». J'ai lu l'article, mon estomac se nouant. Il était écrit à la première personne, mais c'était la voix de Coralie. Nous sommes dévastés, disait l'article, citant une source proche de la famille. Notre père, Didier, essaie de maintenir en vie l'héritage de sa mère, mais il est harcelé par sa propre fille, Clémentine. L'article m'accusait des abus de faiblesse. Clémentine a profité de la maladie de sa grand-mère, continuait la source, pour lui faire signer des papiers, tentant de déshériter son propre père. Elle est jalouse, manipulatrice. Maintenant que son plan a échoué, elle produit de faux documents pour salir la mémoire de notre famille. C'était brillant. Et c'était diabolique. Elle avait retourné l'histoire. J'étais la méchante. Didier était la victime. Puis vint le coup de grâce. Leur avocat, Blanchard, a répondu à Perrin. Non seulement il refusait de céder, mais il contre-attaquait. Il déposait plainte contre moi pour abus de faiblesse sur la personne de Marguerite, et pour production de faux. Il demandait une expertise graphologique du testament et affirmait que la vidéo était un deepfake, un montage, ou avait été tournée sous la contrainte. Ils sont fous, ai-je dit à Perrin au téléphone. Non, a-t-il répondu, son calme toujours intact. Ils sont désespérés. C'est une tactique classique de la terre brûlée. Ils ne peuvent pas gagner sur le fond, alors ils salissent la forme. Ils veulent vous épuiser. Vous ruiner. Et ça a commencé à marcher. Je suis allée au marché Saint-Marc ce week-end-là. La femme à qui j'achetais mon fromage depuis 10 ans a détourné le regard.
Une autre m'a murmuré « honte à vous » en passant. Les habitués du bistrot, ceux que je connaissais depuis l'enfance, étaient maintenant convaincus que j'étais une sorte de monstre cupide. J'étais devenue la paria de Rouen. Coralie avait gagné la bataille de l'opinion publique. J'ai appelé Perrin, en larmes. Je n'en peux plus. Il me traîne dans la boue. Tout le monde me déteste. Clémentine. Raccrochez. Allez dans votre cuisine. Préparez le meilleur plat que vous ayez jamais fait. Mangez-le. Et souvenez-vous pourquoi vous vous battez. L'opinion publique est un rang qui tourne. Le tribunal, lui, ne s'intéresse qu'aux faits. Mais quand? J'ai demandé une procédure en référé. Vu l'urgence, vu l'hypothèque frauduleuse, le procès est fixé. Dans 3 semaines. 3 semaines. C'était le point le plus bas de ma vie. J'avais la vérité dans ma poche, mais j'étais couverte de boue. J'étais isolée, calomniée. J'ai voulu me cacher. J'ai voulu fuir. Mais ensuite, j'ai pensé à ma grand-mère. À son courage. Elle n'avait jamais fui un combat de sa vie. Elle avait affronté les banquiers, les fournisseurs véreux, les critiques gastronomiques arrogants. Et je me suis dit que si je ne pouvais pas affronter mon père et ma sœur, alors je ne méritais pas son héritage. Le procès était fixé. Ce n'était plus une bataille pour un restaurant. C'était une bataille pour la vérité. Et une seule version de l'histoire sortirait vivante du tribunal. Le jour du procès, le palais de justice de Rouen était plein à craquer. Coralie avait fait son travail. La presse locale était là, les blogueurs, et une foule de curieux venus assister au spectacle. J'étais assise à côté de Maître Perrin, essayant de ne pas trembler. De l'autre côté de l'allée, il y avait le clan. Didier, l'air sombre et digne d'un homme faussement accusé. Brigitte, pleurant dans un mouchoir en dentelle. Et Coralie, parfaite dans son tailleur noir, me fusillant d'un regard glacial. Leur avocat, Maître Blanchard, était un homme huileux qui semblait suinter la fausse compassion. Blanchard a commencé. Il a peint un tableau de moi comme une petite fille ingrate, jalouse de la réussite de sa sœur, une manipulatrice, qui avait profité des derniers jours de sa grand-mère. Il a appelé Didier à la barre. Didier a joué la comédie de sa vie. Il a pleuré. Il a parlé de sa « maman chérie ». Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais d'honneur. Il a juré qu'il n'avait jamais vu de testament et que j'étais malade. Puis ce fut le tour de Coralie. Elle fut encore meilleure. Elle a parlé de ma relation toxique avec Marguerite, comment je l'isolais du reste de la famille. Elle a insinué que j'avais des problèmes psychologiques. C'était écœurant. Quand ce fut le tour de Perrin, l'ambiance changea. Il fut bref. Concisa. Maître Fouché, aplaté-il. Fouché, dans sa dignité impeccable, a raconté les faits. Le testament holographe. L'enregistrement. La demande de Marguerite. Blanchard a essayé de le déstabiliser. N'est-il pas vrai que vous étiez ami avec la défunte? N'avez-vous pas influencé cette femme âgée? Fouché l'a regardé par-dessus ses lunettes. Maître, j'étais son notaire. Et mon seul devoir était envers sa volonté. Contrairement à d'autres, visiblement. Puis Perrin a porté le coup de grâce. Le tribunal a entendu les témoignages de la famille, dit-il au juge. Des témoignages pleins d'émotion, d'interprétation. J'aimerais maintenant vous présenter un dernier témoin. Un témoin qui ne peut pas mentir, qui n'a pas d'agenda. J'appelle à la barre Madame Marguerite Dubois elle-même. Un silence de mort s'est abattu. Blanchard a bondi. Objection. C'est grotesque. C'est un manque de respect. Au contraire, maître, dit Perrin calmement. C'est le respect ultime de sa volonté. Nous avons une vidéo testamentaire, tournée chez Maître Fouché, qui corrobore chaque mot du testament. Le juge, intrigué, a accordé la permission. Les lumières de la salle d'audience ont baissé. Un grand écran a été déployé. Et soudain, ma grand-mère était là. Elle remplissait la pièce. Sa voix, claire et forte, résonnait contre les murs lambrissés. Bonjour.
Nous sommes le 14 mars. Je suis Marguerite Dubois. J'ai regardé le visage de mon père. Il est devenu blême. Quand Marguerite a dit « Didier, je t'aime, mon fils, mais tu es un imbécile avec l'argent », il est devenu violet. J'ai regardé Coralie. Quand sa grand-mère a dit « Coralie, elle a honte de ce que nous sommes », elle s'est effondrée sur sa chaise, comme si on l'avait frappée. La vidéo s'est terminée. Le silence était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Le juge a relevé la tête. Il n'a même pas eu besoin de délibérer. Le testament holographe de Madame Marguerite Dubois est déclaré valide et exécutoire. La succession précédente est annulée. Mademoiselle Clémentine Durand est déclarée seule et unique héritière du bistrot de Marguerite. Le marteau est tombé. Puis il a ajouté, en regardant mon père, concernant l'hypothèque contractée sur un bien dont vous n'étiez pas le propriétaire légitime, le procureur va ouvrir une enquête pour suspicion de fraude et abus de confiance. Il a regardé Maître Blanchard, et le barreau sera saisi concernant vos actions dans cette affaire. J'avais gagné. La justice avait gagné. Didier était effondré. Coralie pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage. J'avais gagné. Mais la victoire avait un goût étrange, un goût de cendre et de soulagement. Le plus dur restait à faire. Ramener Marguerite à la maison. Sortir du tribunal fut une épreuve. Les journalistes qui m'avaient snobé 3 semaines plus tôt se bousculaient maintenant pour avoir une citation. Je les ai ignorés. La première chose que j'ai faite n'a pas été d'aller au bistrot. J'ai pris ma voiture, je suis allée au cimetière. Je me suis assise près de la tombe de ma grand-mère. On a gagné, grand-mère, ai-je murmuré. Tu as gagné. Merci. Le lendemain, je suis allée au bistrot. J'avais les clés, les vraies, celles que Maître Fouché m'avait remises. L'endroit était sombre. Froid. Il sentait le désinfectant et la graisse figée. Le chef de mon père était là, écoutant de la musique sur son téléphone. Bonjour, lui ai-je dit. Ouais, c'est pourquoi. Vous êtes viré. Reprenez-vous. Produit et partez. Maintenant. La deuxième chose que j'ai faite a été d'appeler Denise. Denise? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de tout l'ancien personnel. Dites-leur que le bistrot de Marguerite est de retour. Le vrai. Pendant 1 semaine, nous avons nettoyé. Nous n'avons pas seulement nettoyé la saleté. Nous avons nettoyé le mensonge. Nous avons jeté les affiches minimalistes de Coralie. J'ai décroché les photos de famille en noir et blanc, celles où Marguerite souriait, son tablier taché de sauce. Nous avons vidé les congélateurs. Des kilos de nourriture morte, sans âme. Nous les avons donnés à une association, en prévenant que ce n'était pas de la grande qualité. Nous avons frotté les cuivres jusqu'à ce qu'ils brillent. Nous avons aéré. J'ai acheté des bottes de thym frais, de laurier, et je les ai laissées infuser dans l'air. La réouverture a eu lieu un samedi. Sans publicité. Juste un petit panneau sur la porte, le canard à la rouennaise est de retour. Ce fut un raz-de-marée. Les anciens clients, ceux qui m'avaient jugé, sont revenus. D'abord timidement, puis avec des larmes aux yeux. Monsieur Dubois, celui qui était parti sans un mot, est venu me voir. Clémentine, ma petite, c'est elle. C'est le goût. C'est sa sauce. C'est notre sauce, Monsieur Dubois, ai-je répondu. Et mon père? Didier? L'enquête pour fraude a révélé l'étendue de ses dettes. Il a été reconnu coupable. Il n'a pas pris de prison ferme, mais il a été condamné à une peine avec sursis et à de lourds travaux d'intérêt général. Il a tout perdu. Coralie fut la plus durement touchée, mais pas par la loi. Sa société pharmaceutique l'a licencié. Mauvaise image, ont-ils dit. L'histoire de la fausse victime avait fait le tour. Elle, qui vivait pour les apparences, est devenue la risée de Rouen. Elle a déménagé à Paris, et je ne l'ai jamais revue. Quant à moi, j'ai restauré le bistrot. Mais je ne me suis pas contentée de le préserver. Je l'ai fait évoluer. Le menu s'appelle maintenant l'héritage et la création. D'un côté,
le menu de Marguerite, avec tous ses classiques intouchables. De l'autre, la création de Clémentine, où je m'inspire de ses leçons pour créer mes propres plats. Ma grand-mère m'a appris la vérité de la cuisine. Mon père m'a appris le coup du mensonge. Le bistrot est plein tous les soirs. Ce n'est plus seulement le bistrot de Marguerite. C'est le nôtre. Celui de tous ceux qui croient que l'honnêteté, le travail acharné et un bon plat peuvent vraiment sauver le monde. Merci infiniment d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Votre soutien et vos commentaires tout au long de cette épreuve ont été une source de force pour moi. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager. Aimez cette vidéo, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de vie, de bataille et de résilience. Et maintenant, c'est à votre tour. Avez-vous déjà dû vous battre pour ce qui était juste, même quand tout le monde était contre vous? Avez-vous déjà dû défendre un héritage, qu'il soit matériel ou moral? Partagez vos propres expériences dans les commentaires. Continuons cette conversation. Ensemble, nous pouvons honorer les héritages qui comptent vraiment.